Bonsoir et bonsoir à toutes. Je vais faire un petit peu comme tout le monde sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez pu voir passer, mais en ce moment, on a beaucoup d'artistes, des connus comme des moins connus, qui partagent leur amour de la littérature avec nous en lisant des textes qu'ils apprécient, des textes qu'ils connaissent. Et j'ai décidé de jouer le jeu aussi, même si je ne suis pas une artiste connue, loin de là. Mais j'aime la littérature, j'aime les textes, j'aime la lecture. Ça se voit un peu avec ce que vous avez par derrière. Et je me suis dit que c'était le moment aussi de vous faire un petit peu découvrir cet univers-là. Parce que c'est pas la même chose que de lire un livre que de l'entendre être lu. Donc j'ai choisi de commencer un petit peu ces séries de lecture avec des œuvres tombées dans le domaine public. Donc ça veut dire qu'elles sont gratuites, que nous n'avons pas à payer pour pouvoir les consulter, les lire ou les entendre. Et j'ai commencé avec un très grand classique que nous étudions souvent au collège, en 6e ou en 5e, donc à savoir l'Odyssée d'Homère. Et je vais commencer par vous lire l'invocation à la muse. Muse, raconte-moi l'homme à l'esprit inventif, qui si longtemps erra après avoir détruit la citadelle de Troie, et connu tant de cités, tant de peuples. En son cœur, il endura 1000 maux, luttant sur mer pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Hélas, malgré tout son désir, il n'en sauva aucun. Ils périrent, victimes de leur impiété, ces fous qui mangèrent les vaches du soleil. Celui-ci leur refusa le jour du retour. Ô déesse, fille de Zeus, dis-nous quelques-unes de ces aventures. Donc voilà pour l'invocation à la muse qui ouvre le texte d'Homère, à savoir l'Odyssée. Tous ceux qui avaient échappé aux mortels dangers de la guerre et de la mer étaient rentrés dans leur demeure. Seul Ulysse restait loin de son pays et de sa femme. Une noble déesse, la nymphe Calypso, le retenait dans ses grottes profondes, le désirant pour mari. Et quand, enfin, les dieux eurent décidé son retour à Ithaque, il allait encore devoir subir de nouvelles épreuves, même parmi les siens. Tous les dieux le prenaient en pitié, tous, excepté Poséidon, qui le poursuivit de sa haine jusqu'à son retour dans son pays. Or, Poséidon était parti au bout du monde, chez les Éthiopiens, recevoir une hécatombe de taureaux et d'agneaux. Tandis qu'il festoyait, les autres dieux étaient réunis dans le palais de Zeus Olympien. Athéna, la déesse au clair regard, prit la parole. « Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, mon cœur est déchiré au souvenir du sage Ulysse. L'infortuné, depuis longtemps il souffre loin des siens, retenu dans une île qui forme le nombril de la mer. Dans cette île boisée habite une déesse, la fille du redoutable Atlas, qui porte à lui seul les colonnes séparant la terre et le ciel. C'est sa fille qui le retient, le malheureux. Il se lamente, mais elle l'ensorcelle de ses douces et mielleuses paroles afin qu'il oublie Ithaque. Et Ulysse, désespéré de ne pas voir s'élever la fumée de son pays, n'aspire qu'à mourir. Ton cœur, roi de l'Olympe, va-t-il rester de pierre ? N'aimais-tu pas les sacrifices qu'autrefois Ulysse t'adressait dans la vaste Troie, devant les vaisseaux des Achéens ? Pourquoi maintenant une telle colère contre lui, ô Zeus ? Zeus, l'assembleur des nuées, lui fit cette réponse. Mon enfant, quel propos a jailli de tes lèvres ? Comment pourrais-je oublier Ulysse ? En intelligence, il surpasse les autres hommes, et c'est lui qui offrait le plus de sacrifices aux dieux immortels, maîtres du vaste ciel. Mais Poséidon, qui entoure la terre, lui garde rancune d'avoir crevé l'œil de Polyphème, le cyclope semblable à un dieu, le plus fort de sa race. Voilà pourquoi les branleurs du sol, sans tuer Ulysse, le contraint d'errer loin de son pays. Mais tous ici pensons à son retour. Poséidon mettra un frein à sa colère, car seul il ne pourra tenir tête à tous les immortels. Athéna, la déesse au clair regard, lui répondit.
Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, puisqu'il te plaît, ô Dieu bienheureux, que le prudent Ulysse regagne sa demeure, envoyons Hermès, l'éblouissant messager, dans l'île Ogygie. Il avertira la nymphe à la belle chevelure de cette décision irrévocable et lui dira comment doit rentrer Ulysse à l'âme si endurante. Moi, j'irai à Ithaque. J'encouragerai son fils. Je lui donnerai la force de convoquer à l'agora les Achéens chevelus et de s'opposer à tous les prétendants qui égorgent ses nombreuses brebis, ainsi que ses bœufs aux cornes recourbées. Puis, je l'enverrai à Sparte et à Pylos des Sables, s'informer du retour de son père et s'acquérir bonne renommée parmi les hommes. À ces mots, elle fixa à ses pieds ses belles sandales de déesse, toutes d'or, qui la portent sur la mer et la terre immense avec la rapidité du vent. Puis, elle s'élança des cimes de l'Olympe et ne s'arrêta que sur le sol d'Ithaque, sous le porche d'Ulysse. Sur le seuil de la cour, elle tenait une lance de bronze et avait pris les traits d'un étranger, Mantès, chef des Taphiens. Dès qu'il voit Mantès, Télémaque va l'accueillir et l'invite à s'asseoir. Après le festin, et pendant que chante la haie de Phémios, Télémaque lui dit son malheur à cause de l'absence de son père et se plaint des prétendants. Pallas Athéna, le cœur enflammé, lui répondit. « Hélas, dans quelle détresse te plonge l'absence d'Ulysse ? Allons, je t'encourage à réfléchir aux moyens de chasser les prétendants hors de ce palais. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Dès demain, convoque à l'agora les héros achéens. Adresse-toi à tous en prenant les dieux à témoin. Que les prétendants rentrent chez eux, chacun en son domaine. Et que ta mère, si son cœur la pousse au mariage, regagne le palais de son puissant père. Quant à toi, je vais te donner un sage conseil. Équipe ton meilleur navire de 20 rameurs et va chercher des nouvelles de ton père absent depuis si longtemps. Va d'abord à Pylos interroger le devin Nestor, puis à Sparte, t'informer auprès du blond Ménélas. C'est le dernier rentré de tous les Achéens cuirassés de bronze. Si tu apprends que ton père est en vie, qu'il va revenir, patiente alors encore 1 an, si forte soit ta douleur. Mais si tu apprends qu'il est mort, reviens dans ton pays natal. Tu lui élèveras un tombeau et lui célébreras de grandes funérailles, comme il se doit, puis donneras un mari à ta mère. » À ces mots, Athéna au clair regard s'éloigna, tel un oiseau dans les airs. Mais, dans le cœur de Télémaque, elle avait insufflé force et audace et ranimé le souvenir de son père. Alors, l'âme remplie de crainte, il comprit que c'était un dieu. Le lendemain, Télémaque, tout empli d'une énergie nouvelle donnée par Athéna, suit ses conseils et donne l'ordre aux héros de convoquer les Achéens à l'agora. Quand le peuple est réuni, il s'y rend à son tour accompagné de ses 2 lévriers et prend la parole. « Je ne viens pas ici vous apporter des nouvelles du retour de l'armée. Je ne viens pas non plus débattre d'une affaire publique. C'est de mes intérêts que je veux parler, du double malheur tombé sur ma maison. Tout d'abord, j'ai perdu mon noble père, qui régna sur vous tous autrefois en père bienveillant. Mais s'il est un mal plus grand, qui détruira bientôt ma maison et dévorera tous mes biens. Contre sa volonté, les prétendants courtisent ma mère. Ce sont les fils des meilleurs d'entre vous assemblés ici. Ils n'ont pas le courage d'aller chercher chez son père, Icare, qui en échange de présents donnerait sa fille à celui de son choix. Non. Ils vont et viennent dans ma demeure, égorgeant jour après jour mes bœufs, mes brebis et mes chèvres grasses. Ils festoient, ils boivent mon vin au reflet de feu, en toute folie. Mes réserves s'épuisent, et il n'est pas un homme de la valeur d'Ulysse pour préserver mon toit de ce malheur. Je ne suis hélas pas en mesure de me défendre. Serais-je toujours dans cette triste situation ? Aurais-je un jour assez de force ? Car je me défendrais, si j'en avais les moyens. Ils ont commis des actes trop intolérables, et ma maison se ruine, couverte de honte. Réagissez donc, rougissez devant tous les autres peuples, nos voisins. Craignez la colère des dieux qui, indignés, puniront ces actes injustes. Par Zeus olympien, je vous en supplie, mes amis, venez à mon aide et laissez-moi ronger mon chagrin dans la solitude. » Telles furent ses paroles. Et, dans sa fureur, il jeta son sceptre à terre en versant des larmes. Le peuple fut saisi de pitié.
tous restaient silencieux. Personne n'osait répondre aux paroles enflammées de Télémaque. Seul Antinoos lui rétorqua. « Télémaque, orateur plein d'orgueil et de colère, ainsi tu nous outrages? Tu veux nous couvrir de honte? Mais les prétendants ne sont pour rien dans tes malheurs. La responsable, c'est ta mère, avec son esprit retors. Voilà déjà 3 ans, bientôt 4, qu'elle se joue des Achéens. À chacun, elle laisse espérer. À tous, elle fait des promesses, envoie des messages. Mais au fond de son cœur, elle nourrit d'autres pensées. Apprends donc quelle dernière ruse elle avait méditée. Dans ses appartements, elle avait sur son métier tissé un grand voile, un bel ouvrage des plus délicats, nous répétant à tous « Jeune prétendant, certes, Ulysse est mort, mais ne hâtez pas mes noces. Laissez-moi achever ce linceul destiné au héros Laërte. Ainsi le fils n'en sera pas perdu. Et quand la mort cruelle viendra l'abattre, aucune Achéenne ne pourra me reprocher devant tout le peuple d'avoir laissé ensevelir sans linceul un homme si riche. » Telles furent ses paroles, et notre cœur généreux se laissa persuader. Mais tandis que le jour, elle tissait le grand voile, la nuit, à la lueur des torches, elle défaisait son ouvrage. Pendant 3 ans, elle cacha sa ruse et trompa les Achéens. Mais quand vient la 4e année, une servante qui était au courant nous révéla la supercherie. Nous surprîmes sa maîtresse en train de défaire le beau voile. Celle-ci fut bien alors forcée de l'achever. Aussi écoute maintenant la réponse des prétendants. Grave-la bien dans ton cœur, ainsi que tous les Achéens. Renvoie d'ici ta mère, ordonne-lui d'épouser celui que son père choisira en accord avec elle. Les prétendants mangeront tes biens et tes vivres aussi longtemps qu'elle gardera ses pensées, celles que les dieux entretiennent encore dans son cœur. Elle en retirera peut-être de la gloire, mais toi tu y perdras tous tes biens. Car nous ne retournerons pas à nos travaux. Nous n'irons nulle part ailleurs tant qu'elle n'aura pas choisi un Achéen pour époux. Le prudent Télémaque lui répondit. Antinoos, comment pourrais-je chasser de ma demeure contre son gré celle qui m'a enfanté et nourri? Mon père est loin d'ici, vivant ou mort, je l'ignore, et il me sera difficile de rendre à Icare toutes ses richesses si je renvoie ma mère. De la part de son père, je pourrais m'attendre à bien des souffrances, et la divinité m'en réservera d'autres. Une fois que ma mère, chassée de notre maison, aura invoqué les cruels Érini. Terrible est la colère des dieux, et vous, si vous la redoutez, sortez de chez moi, allez festoyer ailleurs, allez les uns chez les autres manger tous vos biens. Mais si vous préférez épuiser impunément les ressources d'un seul homme, faites! Moi, j'invoquerai les dieux éternels, et Zeus vous punira de tous vos méfaits. Puissiez-vous alors périr sans être vengé dans ma demeure. » Telles furent les paroles de Télémaque. Du haut de la montagne, Zeus, à la voix retentissante, fit alors s'élancer 2 aigles. Portés par le souffle du vent, ils volaient côte à côte, leurs ailes déployées. Une fois parvenus au-dessus de l'agora bruyante, ils firent volte-face en battant vivement des ailes, et ils gardèrent leur œil fixé sur toutes ces têtes en présage de mort. Puis, se griffant la tête et le cou de leurs cerfs, ils disparurent sur la droite, au-dessus des maisons et de la ville d'Ithaque. Stupéfaits, tous suivaient des yeux ces aigles, le cœur inquiet des événements à venir. Mais ni le discours de Télémaque, ni les mauvais présages envoyés par Zeus ne parvinrent à convaincre les prétendants. Ils continueront à festoyer au palais d'Ulysse et n'aideront pas son fils à équiper un bateau pour partir à sa recherche. C'est donc Athéna, sous les traits de Mantès, qui lui procure un bateau et un équipage. Télémaque fait préparer les provisions par la nourrice Euryclée en lui demandant de taire son départ à sa mère Pénélope. À la tombée du jour, Athéna ayant endormi les prétendants, Télémaque s'embarque. Il navigue toute la nuit. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je lirai la suite demain. Je vous souhaite d'agréables lectures. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez du temps qui vous est donné pour savourer le temps que vous avez en famille, pour lire, pour faire ce que vous aimez. Mais surtout, restez en sécurité. Ne sortez pas, ne prenez pas de risques. C'est dur pour tout le monde, mais on en profitera à nouveau quand tout ça sera derrière nous. Donc, bonne soirée et à bientôt.